Bien, mesdames et messieurs, bonjour. La mission qui me revient maintenant va être de dérouler les différents mots, merci Monsieur le Ministre de votre présence, de dérouler les différents sujets qui ont été abordés, et ces discours ont été l'occasion de dégrainer en fait l'intégralité du programme de ce congrès. J'ai noté 3 mots du président de l'ANEL: apprendre, découvrir, enrichir. Et puis les 3 mots du ministre à l'instant: solidarité, innovation et action. Ben, c'est exactement ce qui va se passer pendant ces 4 jours. Donc je vous propose dès maintenant bien, de passer à cette première table ronde dont vous avez sans doute tous lu le programme. C'est une première matinée dense et passionnante, et comme ça a été, et c'est la raison d'être de notre présence ici, les Outre-mer sont aux avant-postes des bouleversements climatiques. Comment se traduit concrètement cette évolution? Quels sont les chiffres et les signes incontestables qui doivent nous alerter? Mais cette première table ronde, elle se déroule en 2 temps, et le premier de cette session, c'est de dresser un état des lieux des conséquences du changement climatique. Pour ce faire, je vais demander à nos premiers intervenants de me rejoindre. Pascal Safache, maître de conférences et directeur du département géographie à l'Université des Antilles. Merci de bien vouloir nous rejoindre. Vous pouvez les encourager. Voilà, Emmanuel Clopet, directeur interrégional de Météo France, je vous en prie. Alors, Monsieur Safache, vous allez peut-être directement prendre place là-bas, c'est vous qui inaugurez. Monsieur Clopet, je vous invite à vous trouver ici. Christophe Rignot, chargé de développement au CHOM, donc service hydrographique et océanographique de la Marine, sous vos applaudissements également. Voilà, Sylvie Gustave, Guy Duflot, présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, si vous voulez également nous rejoindre. Voilà, et puis Iwen Delator, directeur régional, voilà, du BRGM, il se trouve, voilà, et qui nous rejoint. Merci beaucoup, Monsieur Delator. Voilà. Je vous invite, venez ici, puis on laissera la place à Monsieur Safache ensuite. Pourquoi? Parce que Monsieur Safache, on a convenu ensemble d'un exercice très périlleux pour vous, qui est de concentrer en quelques minutes des années d'études et qui permettent de donner un aperçu de ces évolutions du climat, ces évolutions constatées. Je vous en prie, installez-vous, madame. Et l'exercice est d'autant plus difficile que de 6-7 minutes, on va passer à 5. Le temps s'étant raccourci entre-temps, vous avez bien noté. Donc voilà, je tiens à préserver à la fois le temps nécessaire pour que vous soyez à l'aise. Et puis en même temps, on a aussi un programme qui est très très dense, je vous l'ai dit. L'enjeu de ces tables rondes, c'est que vous soyez sensibilisés à un certain nombre de sujets et que vous n'hésitiez pas ensuite à aller à la rencontre des intervenants pour creuser tel ou tel sujet. C'est à ça que sert ce congrès. Voilà. Est-ce que vous pourriez, Monsieur Safache, avec vos différents travaux, nous faire une lecture, un retour sur ce que l'on peut constater de ces évolutions pour avoir un panorama global, et puis vous nous rejoindrez ensuite ici. Je vous laisse la parole pour quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, comme cela vient de vous être dit, je vais tâcher en, on va dire, 5 petites minutes de vous dresser un panorama de la situation. Ça va être assez synoptique. Ce que l'on observe en fait depuis quelques années, c'est la chose suivante. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir que la température des basses couches de l'atmosphère ne cesse d'augmenter, et ceci est extrêmement visible aux Antilles, puisque si on s'en tient aux simulations faites par Météo France, mais ils le diront mieux que moi, mais c'est un élément dont j'ai besoin pour ma démonstration, la température ne cesse d'augmenter. Je prends juste 2 exemples. En Martinique et en Guadeloupe, et particulièrement en Martinique, territoire que je connais peut-être encore mieux, ces 60 dernières années, la température moyenne des basses couches de l'atmosphère a cru d'environ 1,4 degrés Celsius. Donc quand vous entendez des personnes qui vous disent « j'ai le sentiment qu'il fait plus chaud », ce n'est pas un sentiment. Il fait effectivement plus chaud sur nos territoires. La température ne cesse d'augmenter. Ceci a pour conséquence, bien évidemment, et je vais me focaliser sur le littoral, bien évidemment, puisque nous sommes ici réunis pour parler du littoral, mais il y a de nombreuses autres déclinaisons, de nombreux autres problèmes que l'on pourrait aborder, mais ceci a pour conséquence, bien évidemment, une élévation donc, du niveau de la mer. Alors, élévation qui peut sembler
on va dire, dérisoire. On va parler d'élévation millimétrique, mais comme je le dis toujours, sur un territoire à falaise, si le niveau de la mer progresse de quelques millimètres, cela n'a aucune incidence. Par contre, si vous avez une côte subhorizontale, la moindre élévation millimétrique va entraîner une intrusion marine, une pénétration de l'eau de mer à l'intérieur des terres, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Si on prend le cas de Saint-Martin, alors Saint-Martin, c'est l'île qui se trouve juste au milieu, enfin Saint-Martin et Sint-Maarten, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a, avec les collègues avec lesquels je travaille, on a fait des simulations et on est parti donc, du postulat suivant, une élévation du niveau de la mer d'ici la fin de ce siècle qui serait comprise entre plus 38 et plus 51 cm. Très honnêtement, avec les collègues avec lesquels on travaille, par exemple de l'université de Princeton, pour eux c'est totalement déraisonnable. Ils sont sur des élévations qui sont beaucoup plus élevées que les nôtres, mais si nous partons sur cette élévation, on va dire considérée comme optimiste, voilà ce que ça donne. Ça donne ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que toute la partie qui aujourd'hui est anthropisée, toute la partie sur laquelle il y a les hôtels, il y a l'activité économique, cette partie se retrouvera sous l'eau. Et donc la vraie question est de savoir, est-ce qu'il est encore raisonnable de continuer à fonctionner comme on le fait aujourd'hui, sachant que dans les années à venir, ces territoires seront totalement noyés. Je rappelle au passage que lors justement du passage de l'ouragan, des ouragans Irma et Maria en 2017, ce sont exactement les mêmes zones qui ont été impactées et on a reconstruit exactement à l'identique sur ces territoires. On peut prendre le cas de la Guadeloupe. On peut prendre le cas de la Guadeloupe. Donc là, vous avez, pour ceux qui ne reconnaissent pas forcément les lieux, vous avez la décharge de Grand Camp tout en haut, cette espèce de zone un peu circulaire. Et puis, on va dire grossièrement, vous avez le poumon économique de la Guadeloupe ici représenté. Tout en haut, on aperçoit l'aéroport Paul Caraïbes. Et là, tout le poumon économique de la Guadeloupe. Si on simule l'élévation du niveau de la mer dans les mêmes proportions que précédemment, ça donne ça. C'est-à-dire que là, il faut vraiment se projeter. Nous sommes en 2090 ou en 2100. L'essentiel de l'activité économique, c'est-à-dire le poumon économique de la Guadeloupe est sous l'eau. Et donc, ça pose non seulement des problèmes économiques, ça pose des problèmes d'aménagement du territoire, mais ça pose aussi des problèmes assurantiels. Est-ce que les assurances seront encore en capacité d'agir et surtout de vouloir agir sur des territoires dont on sait qu'ils seront noyés dans les années à venir? Enfin, pour terminer, je prends l'exemple de la Guyane. Vous avez ici ce que l'on appelle l'île de Cayenne. Alors bon, l'île de Cayenne, c'est très subjectif, mais enfin, on va dire qu'on reprend l'expression locale, encadrée par deux fleuves, soumises exactement à la même dynamique et avec exactement cette conséquence pour les années à venir. Nous sommes en 2090 ou en 2100 et Cayenne se retrouve sous l'eau. C'est extrêmement plat. La pénétration de l'eau de mer va se faire d'autant plus facilement en Guyane qu'il y a aussi des problèmes, donc, comment dirais-je, d'évacuation des eaux fluviales et donc des phénomènes de refoulement qui vont accentuer justement les problématiques d'inondation. Et enfin, pour terminer, on va prendre l'exemple de la Martinique. Alors, on va juste vous montrer deux petits films, si vous voulez bien cliquer sur... Voilà. Ici, merci. Donc ça, c'est en 1999, ce qui prouve que ces problématiques d'élévation du niveau de la mer, elles sont ponctuelles pour l'instant, mais elles risquent de s'imposer durablement. Donc ça, c'est Fort-de-France en 1999. C'est le boulevard du Général de Gaulle, c'est-à-dire la grande artère qu'il y a dans Fort-de-France downtown, si j'ose dire. Voilà, les populations étaient carrément, on marchait avec 40 cm d'eau et ça a duré quasiment 2 jours. Si vous passez sur la deuxième voilà, le deuxième petit film, c'est l'aéroport Aimé Césaire. Et on prend l'avion, voilà, donc ça ce sont des avions qui généralement se rendent soit en Guadeloupe, soit à Saint-Martin, et on prend l'avion pieds nus parce que la piste est totalement submergée. Vous voyez, ce ne sont pas des vues de l'esprit, ce sont des phénomènes qui se sont déjà produits et qui malheureusement dans les années à venir risquent non seulement de se reproduire, mais de durer véritablement. Donc je pense qu'il faut véritablement être conscient, et je terminerai sur ça, je pense que j'ai tenu le temps, je pense qu'il faut véritablement prendre conscience que nous sommes sur des territoires micro-insulaires, tropicaux,
pour la plupart, et d'autres outre-mer, même si je n'ai pas forcément... alors moi j'ai beaucoup travaillé sur l'espace caribéen, aussi sur la Guyane, je connais la Nouvelle-Calédonie et la Réunion pour y avoir vécu, mais je n'ai pas travaillé sur ces territoires, mais je reste persuadé que les dynamiques doivent être grossièrement les mêmes, à quelques nuances près. Donc il nous faut, en termes d'aménagement du territoire, en termes de conséquences économiques et de façon générale, en termes de faits sociétaux, nous sommes à la croisée des chemins. Si nous ne prenons pas des décisions fortes et drastiques aujourd'hui, de toute façon, moi je préfère être très clair, nous courons à la catastrophe. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sapache. Alors, les mots du ministre étaient très clairs, il faut rester optimiste, ça commence mal. Mais c'est important et il faut aussi être en alerte et merci beaucoup pour ces éléments. On va continuer à en discuter bien évidemment avec vous. Peut-être juste un point, vous m'avez évoqué 2035 comme un point de bascule. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire ce point de bascule en 2035 pour vous, très très rapidement? Oui, alors en fait ce qui se passe, c'est que si la dynamique se poursuit telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, on estime qu'il y aura un point de bascule. Le point de bascule, c'est-à-dire un point à partir duquel la situation deviendra ingérable et on ne pourra pas revenir en arrière. Et jusqu'alors, ce point de bascule, on l'estimait aux alentours des années 2055-2060, donc ce qui nous donnait quand même un petit peu de marge pour agir. Or, les simulations qui ont été réalisées ces dernières années, et précisément ces 2 dernières années, indiquent que ce point de bascule, il s'est malheureusement rapproché de nous, puisqu'il n'est plus situé autour des années 2055-2060, mais on l'estime beaucoup plus vers 2038. Donc ça veut dire que notre marge de manœuvre, elle est extrêmement étroite. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être on va aller vers vous maintenant, Emmanuel Clopet. On a parlé de l'élévation des eaux. Vous êtes donc délégué régional de Météo France. Et Météo France a une double mission, on va dire, si vous pouvez nous les rappeler. C'est la lecture de la météo, de la prévision et de l'histoire météorologique, c'est bien ça? Oui, merci, bonjour à toutes et tous. Donc Météo France est évidemment d'abord connu à travers sa mission de prévision des phénomènes météorologiques dangereux. C'est en particulier à travers la vigilance météorologique qu'on communique sur ce type de danger. Mais Météo France, c'est également la connaissance du climat passé et climat futur, avec un soutien aux politiques d'adaptation face au changement climatique. Alors si on parle seulement de la température, il en a été question tout à l'heure, quand on a préparé, j'en profite d'ailleurs pour chacun et chacune d'entre vous, vous remercier pour le temps que vous avez consacré en amont de cette table ronde pour en discuter et travailler. On a évoqué le nombre de jours à plus de 31 degrés. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça révèle comme évolution climatique? Alors, en tous les cas, voilà, il faut vraiment rappeler que pour les Outre-mer français, tous les Outre-mer, le changement climatique est une réalité tangible, observée et mesurée. Donc l'océan n'a jamais été aussi chaud dans l'Atlantique. On observe une augmentation de la température moyenne, ça a été dit. Alors une illustration, par exemple, c'est les températures à Fort-de-France. Il y a 40 ans, on dépassait les 31 degrés 40 jours par an. Donc ça restait relativement rare à l'échelle de l'année de dépasser ce seuil. Aujourd'hui, on dépasse les 31 degrés un jour sur 2 dans l'année. Donc derrière l'évolution de la température moyenne, c'est des impacts en matière d'écosystème, mais également de santé humaine que l'on commence à observer sur nos territoires des Antilles françaises. Et puis l'apparition de phénomènes nouveaux aussi, dont on a parlé, des phénomènes de sécheresse, paradoxalement, finalement, et puis des phénomènes de vent ou de très très puissants, d'ouragans. Alors, ce que l'on commence à observer, c'est un renforcement des contrastes pluviométriques, donc c'est-à-dire des saisons sèches plus longues, plus intenses, plus sévères. Vous avez cité l'exemple de la Guyane, qui vient de connaître une sécheresse historique ces 3 derniers mois, avec des problèmes d'accès à l'eau potable et de traficabilité des fleuves. Et dans le même temps, on observe des phénomènes pluvieux de plus en plus intenses, ce qui est cohérent avec l'élévation de la niveau des températures. Voilà, juste à titre d'illustration, la Guadeloupe a connu 6 vigilances rouges pour fortes pluies sur les 3 dernières années. Donc, aucun département français n'a une telle fréquence
en termes de vigilance rouge. C'est 3 fois plus que ce qu'on avait observé les 15 années précédentes. Donc voilà, on est vraiment sur des tendances voilà, de renforcement de ces contrastes entre saison sèche et saison humide. Et ça, c'est très cohérent avec ce que prédisent les modèles climatiques pour les décennies à venir. Donc ce qu'a dit M. Safache, vous le validez dans l'esprit, en tout cas, et puis vous collaborez aussi hein, sur ces... Ouais, d'autant plus qu'on travaille étroitement sur ces sujets-là. Voilà. Bon, ça fait froid dans le dos un peu quand même. Hein. Heureusement qu'on a des tables rondes ensuite qui nous permettront de voir comment on réagit et comment on s'adapte, mais il faut quand même entendre ces messages. On va se décaler vers vous, Monsieur Vrignot, donc pour le chaume. Alors, je ne sais pas si tout le monde est très familier des acronymes. Hein, CEREMA, BRGM, chaume. Je veux vous demander justement, parce que c'est peut-être vous qui êtes le plus connu, mais le moins connu. Peut-être parlez-nous des missions du chaume et son histoire très rapidement. Merci beaucoup, merci à tous, merci pour votre accueil à cette conférence de l'ANEL. Prenez bien le micro près sur le menton. Et en fait, le chaume, paradoxalement, est assez ancien, mais assez peu connu du grand public. En fait, c'est un établissement qui a été créé en 1720, il y a plus de 300 ans maintenant, avec différents noms. Et aujourd'hui, le chaume, c'est un nom propre. C'est hérité de notre précédent nom, c'était le service hydrographique et océanographique de la marine. Mais depuis 2007, le chaume est un établissement public sous la tutelle du ministère des Armées, toujours, mais plus rattaché à la marine. Donc le chaume, c'est un nom propre et c'est le service national d'hydrographie et d'océanographie. Et en fait, nos missions, on a 3 finalités, 3 missions. La première, historique, c'est le service hydrographique national. Nous fournissons des outils pour la sécurité de la navigation. Alors nous sommes connus du grand public au travers des cartes marines, c'est l'invitation au voyage, mais c'est un peu le sommet de l'iceberg. Il y a d'autres produits comme la formation nautique, etc. Et tous les services hydrographiques de par le monde dépendent du ministère des Armées pour des raisons historiques et pratiques. Peut-être que j'y reviendrai. La deuxième mission, qui nous intéresse peut-être moins ici, quoique, le chaume, en tant qu'établissement public sous tutelle du ministère des Armées, intervient en soutien aux forces dans notre périmètre. Et la troisième finalité, peut-être qui nous intéresse plus ici, depuis 2007, depuis que le chaume s'est ouvert et est devenu établissement public, nous sommes en soutien aux politiques publiques de la mer et des littorales et accessoirement au profit de l'action de l'État en mer. Comment vous, avez-vous détecté ou suivi ou identifié ces évolutions dont on a parlé tout à l'heure? Comment le chaume le traduit? Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chaume maintient en condition opérationnelle un réseau de marégraphes, d'observatoires de marée. Il y en a 50 dans toute la Z2 française. Et en plus, la France a cette particularité aussi de faire des mesures de hauteur d'eau depuis des siècles. Et en fait, le chaume a participé à des reconstructions marégraphiques, d'archives qui dormaient, du papier qui dormait ou qui moisissait, dans différentes archives régionales ou nationales. Et des reconstructions ont été faites dans différents grands ports, je pense à Marseille, Brest, Dunkerque, Saint-Nazaire et d'autres, et sont toujours en cours avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Et ce que l'on observe, si on remonte dans le temps, c'est une tendance à l'augmentation, c'est vrai, mais cette tendance s'accélère depuis l'ère industrielle. Comment elle se mesure, cette accélération? Elle est flagrante, je dirais, elle se mesure, pas comment, mais comment on peut la traduire en termes chiffrés? Alors les scientifiques sont très frileux avec ces mesures. Alors c'est vrai, on observe, si on voit une courbe, on a une tendance avec une accélération depuis l'ère industrielle. Mais ce que nous disent les scientifiques, c'est que si on regarde loin dans le passé, l'incertitude est très faible, on a confiance dans la mesure. Mais si on regarde dans un passé à court terme, l'incertitude augmente. Donc ce que disent les scientifiques, on observe une augmentation de cette accélération, mais il y a une très forte incertitude. Bref, enfin, en tout cas... Ce sera le point positif de cette table ronde. Ouais, mais malheureusement, ce qui a été montré précédemment montre que cette incertitude, même si elle semble élevée, les faits sont là. Et je voudrais rajouter aussi à ce réseau de 50 marégraphes, observatoires de marée, participe à l'hydrographie nationale, participe à la vigilance vague submersion aux côtés de Météo France, et aussi à l'alerte tsunami. Très bien. On a peut-être la possibilité de voir un des visuels. Voilà, ça, c'est les cartes marines que tout le monde connaît. Est-ce qu'il y a des navigateurs par ici? Il y a forcément des marins. Vous connaissez les cartes marines, voilà. Encore. La gestion des risques naturels. Et puis, alors, on peut peut-être descendre sur... Allez-y. À dessein, j'ai mis des visuels sur la Guadeloupe, bien évidemment,
Mais le chaume diffuse ou participe à la création de limites maritimes et de délimitation maritime aussi aux côtés de la DGAMPA et du SGMR. Il y a un produit assez phare qui s'appelle le litho 3D, c'est de la bathymétrie très haute On résolution. peut descendre vers les suivants, le litho 3D encore. Et oui. Et encore, je crois qu'il est juste après. Voilà. Ouais. Donc litho 3D, c'est un peu emblématique, c'est aux côtés de l'IGN cette fois-ci. Alors j'ai cité l'IGN, le Météo France, j'aurais pu citer l'OFB ou le CRMA. Ce que je voudrais mettre en lumière aussi, c'est la complémentarité des établissements publics. Ensemble ou isolément, nous travaillons pour l'intérêt général, mais aussi pour l'intérêt particulier des collectivités. Et nous menons tous ensemble des coopérations avec des collectivités. Donc j'ai parlé de la vigilance d'exhumation avec Météo France, et là c'est plutôt litho 3D avec l'IGN cette fois-ci, avec des cartes de très haute résolution, de la topographie et de la bathymétrie. Et ces données nous permettent d'ajuster des modèles de submersion marine que l'on opérés par Météo France, mais derrière ce sont des modèles mathématiques du chaume, d'état de mer et de hauteur d'eau. Et dont on parlera tout à l'heure, après avec le maire de Miquelon qui est ici, et on parlera, puisque là on a la lithographie, la litho 3D de Miquelon, qui a justement permis de prendre certaines décisions dont on parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Peut-être Yvette Delator, je m'adresse à vous. Le bureau des recherches géologiques et minières, en quelques mots, c'est quoi? Eh bien, le BRGM. Alors, est-ce que tout le monde connaît le BRGM? Oui, sans doute. Vous êtes quelques-uns, je pense, j'espère. Le BRGM, c'est le Service géologique national. Nous sommes un organisme de recherche et nous sommes aussi un opérateur public. On transfère des connaissances acquises dans la recherche sur des projets plus opérationnels et des besoins des territoires. Donc nous sommes implantés dans toutes les régions en fait, de l'Hexagone, mais aussi d'outre-mer. Donc moi, je suis directeur pour la Guadeloupe, les îles du Nord et aussi Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je salue Franck Etcheverry, que j'aperçois juste à côté. Et donc le BRGM, on s'occupe des risques géologiques, et en particulier pour ce qui nous concerne ici, des risques littoraux, donc à savoir l'érosion côtière, les submersions marines, en lien avec l'impact du changement climatique. Donc on a développé depuis des années une expertise assez fine de ces phénomènes à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale. Alors, on a également, en préparant, identifié ce qui pouvait illustrer vos interventions. On a peut-être un visuel que j'aurais aimé commenter brièvement pour se dire ce que vous fournissez. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que vous avez dit que vous fournissez des scénarios pour évaluer le coût d'une action et le coût de l'inaction. Oui, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les constats, c'est-à-dire qu'on observe des phénomènes tels qu'ils se manifestent sur le terrain, mais on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on est aussi force de proposition, on évalue des recommandations, et donc on aide à bâtir des scénarios, des projections futures, et à proposer des solutions qui sont associées. Donc si vous regardez la figure qui est là, vous voyez sur la gauche, en fait, un certain nombre de solutions qui peuvent être déployées pour lutter contre les impacts du changement climatique. De renaturation ou d'endiguement, enrochement. Voilà, et donc ce qui est intéressant dans cette diapositive, cette illustration, c'est que c'est le pendant sur la droite, c'est-à-dire qu'en fait il y a une certaine temporalité qui s'applique à ces différentes solutions et qu'il s'agit aussi de construire des trajectoires d'adaptation et de voir qu'il y a certaines solutions qui sont assez rapides à mettre en œuvre et qui vont avoir des effets dès aujourd'hui. Donc il faut aussi engager des mesures dites sans regret parce qu'on sait que ça va agir dès aujourd'hui. Et après se donner le temps aussi pour mettre en place des solutions qui peuvent être plus sur le long terme. Donc il est important de construire en fait des stratégies avec ces différentes options et leurs différentes temporalités. Ce que je peux dire aussi, c'est que pour arriver à faire ce type de proposition, nous, en fait, on se base vraiment sur des éléments tangibles sur le terrain. Et donc, je voudrais rappeler la place des observatoires du littoral qui existent un petit peu partout en France, donc dans l'Hexagone comme à l'outre-mer. Et il y a aussi un réseau national de ces observatoires du recul du trait de côte qui nous permet vraiment de faire de chaque territoire et de chaque site un cas unique. Il ne s'agit pas d'avoir des solutions miracles et de dire il suffit de faire comme ça de manière générale. Non, non, c'est vraiment du sur-mesure et de réfléchir sur chaque site quelle est la problématique et laquelle de ce panel de solutions est à déployer dans un premier temps de façon à construire le futur. Merci beaucoup. Madame Gustave Duflo, je vous laisse la parole pour un point particulier qu'on a soulevé dans notre entretien préalable, qui était l'état des coraux. Alors on a parlé du changement climatique, ses conséquences visibles. Il y en a qui sont un petit peu moins, même si on en parle.
comment ça se matérialise, quel signal d'alerte ça nous donne et que vous observez, vous, au niveau de l'OFB? Alors, je vais parler à la fois pour l'OFB, mais également je suis vice-présidente à la région Guadeloupe et je salue mon président Richalus qui est avec nous. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on voit et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que nous avons des canicules marines qui sont suivies. Alors nous avons des récifs coralliens qui sont suivis depuis plus de 30 ans. Et ces dernières années, ces 4-5 dernières années, eh bien, les thermographes immergés, c'est-à-dire qui prennent la température, en tout cas sur les 2 dernières années, un tiers de l'année, nous avons eu des températures supérieures à 29 degrés sur des thermographes qui étaient immergés à plus de 5-6 mètres de profondeur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que eh bien, les récifs coralliens à plus de 29 degrés en continu vont perdre une algue symbiotique qui les aide à respirer. Et lorsque ces récifs coralliens perdent ces algues, elles blanchissent et elles meurent. Alors ces récifs coralliens, ce sont des écosystèmes qui rendent service à l'homme, puisque aujourd'hui, sans ces récifs coralliens, du petit cul-de-sac marin et du grand cul-de-sac marin, Jarry, la zone économique, serait perpétuellement inondée. Donc la disparition de ces récifs coralliens pose problème, puisque c'est la question de la survie même de notre île. Et ces récifs coralliens sont aussi des zones nourricières pour les poissons. Ça permet de limiter eh bien, la houle cyclonique lorsqu'elle s'abat sur nous, et puis ça permet de limiter l'érosion du littoral. Donc nous sommes très concernés par ce qui se passe. Alors ça n'est pas propre à la Guadeloupe. Ce phénomène de blanchissement s'est généralisé sur l'ensemble du bassin caraïbéen. Et aux côtés des acteurs tels que le Parc national de Guadeloupe, mais également le Grand Port maritime, nous recherchons des solutions pour pouvoir, pourquoi pas, réimplanter, créer des fermes d'élevage de ces récifs coralliens. Mais je vous le dis, nous avons des impacts humains sur ces récifs coralliens aussi, comme l'assainissement. Le rejet des eaux usées. Voilà, en 2022, les chiffres que nous avons, 78% de nos stations d'épuration collective dysfonctionnent. Or, pour que nos récifs coralliens soient résilients et un haut niveau de résilience, il faut que ces récifs coralliens aient un haut niveau de bon état. Et avec le dysfonctionnement de l'assainissement, avec l'augmentation de la température de l'eau de mer et avec le phénomène des sargasses, puisque nous venons de réaliser une expédition océanographique et terrestre. Et les premiers résultats des chercheurs, eh bien, c'est que sur certaines îles du Sud, les fonds marins ressemblent à des cimetières, puisque les algues sargasses, même lorsqu'elles ne sont pas là, laissent au fond de la mer un film de dégradation qui va continuer à asphyxier les organismes pendant des mois, des semaines. Et donc, c'est une véritable catastrophe qui s'annonce pour nos fonds marins. Alors, on imagine qu'il y a un certain nombre d'actions à échelle humaine qui sont sans doute possibles, mais s'agissant des phénomènes météo, est-ce que, météo et climatique au sens large, est-ce qu'on peut imaginer, comme parfois on se dit réchauffement climatique, mais on va prendre une vague de froid pendant plusieurs jours, etc., qu'il y ait de façon naturelle, peut-être je me tourne vers vous, Emmanuel Clopep, sur un changement surprenant, inattendu, qui fasse que la météo redevienne plus clémente, plus fraîche, plus stabilisée? Est-ce qu'un phénomène de fond marin un peu plus frais aussi, est-ce qu'on peut imaginer que des choses comme ça, plus naturellement, arrivent et surprennent et peut-être faussent un peu nos perspectives et nos projections? Alors en ce qui concerne la hausse moyenne de température, il y a hélas pas beaucoup d'incertitudes sur le sens de l'évolution. Avec, compte tenu de l'inertie de la machine climatique, une augmentation des températures jusqu'au milieu du siècle qui est quasiment déjà écrite d'avance, et ensuite une amplitude du réchauffement sur la seconde moitié du siècle qui dépendra là réellement des choix qui seront faits en matière de scénarios socio-économiques. Bon, on est sur des trajectoires en matière de température qui nous mèneraient aujourd'hui vers du plus 3 degrés sur les territoires d'outre-mer.
Donc, voilà. C'est-à-dire que les températures qu'on a aujourd'hui en saison chaude correspondraient aux températures qu'on aura en saison fraîche à la fin du siècle, avec évidemment les marges d'incertitude d'ici la fin du siècle. Ce qui là pour le coup est plutôt très pesant et très impactant pour l'ensemble de la vie ultramarine. Est-ce qu'on peut constater cette évolution aussi sur les zones hexagonales? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on constate ici, ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui guette l'ensemble des littoraux français? En tous les cas, le réchauffement devrait être un petit peu plus modéré sur les territoires ultramarins par rapport à la métropole, parce qu'on a plus d'inertie sur les zones océaniques. Par contre, la préoccupation principale porte sur les phénomènes extrêmes, et en particulier sur les phénomènes cycloniques, qui sont là pour le coup une vraie spécificité de nos zones tropicales par rapport à l'hexagone. Et ce que l'on anticipe, c'est à l'avenir des cyclones tropicaux de plus en plus puissants, c'est-à-dire une part des cyclones les plus intenses qui augmenterait. Ça, c'est une conséquence de l'augmentation de la température de la mer. Il y a plus de carburant pour permettre aux cyclones tropicaux. C'est la température au niveau de l'eau qui accélère les mouvements cycloniques et qui les maintient dans la durée. Exactement, un cyclone tropical, c'est une machine thermique qui va transformer la température de la mer en mouvement. Et donc, plus l'eau est chaude, plus il y a de carburant pour l'intensification de ces phénomènes. Et d'ailleurs, on observe déjà des phénomènes d'intensification rapide de plus en plus marqués. C'est-à-dire la capacité en moins de 24 heures de ces phénomènes à devenir des ouragans très puissants. L'autre problématique, c'est une augmentation des quantités de pluie à l'intérieur de ces phénomènes. Ça, c'est lié à l'augmentation de la température de l'air. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'eau. Donc le même ouragan avec 3 degrés de plus, c'est potentiellement 20% de pluie en plus. Donc voilà, la crainte, c'est des phénomènes extrêmes qui seront de plus en plus impactants sur nos territoires ultramarins qui sont déjà très vulnérables. Pascal Safache, quand vous faites vos prédictions, enfin vos prévisions, est-ce que vous intégrez ces phénomènes de vent, ces phénomènes de hausse de température de l'eau aussi, ou c'est simplement le niveau, l'augmentation du niveau de l'eau de façon froide? Alors, de façon un peu froide, oui, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas intégrer encore tous les éléments, et c'est la raison pour laquelle il y a encore une incertitude. Je suis assez d'accord sur le fait que nous concentrons essentiellement, nous, sur la bathymétrie, donc la forme des fonds marins. Nous nous concentrons sur, comment dirais-je, la température donc de l'air ambiant qui ne cesse d'augmenter, mais on n'intègre pas, donc, par exemple, la force des vents ou ce type de phénomène. On sait, par exemple, que quand on prend si on se focalise sur des phénomènes météorologiques extrêmes de type tempête tropicale ou ouragan, en effet, vous pouvez avoir des rafales qui, à certains moments, vont soulever la mer encore plus et avoir donc générer des surcotes marines, si vous voulez, beaucoup plus importantes. Puis il y a un élément qu'on prend rarement en considération, et je vais prendre l'exemple de la Guadeloupe parce qu'il est vraiment symptomatique. En 1928, si on demande à un Guadeloupéen, par exemple, quel a été l'ouragan le plus impactant pour le territoire, tout le monde répondra en chœur Hugo, en 1989. Sauf qu'on finit par oublier, parce que la mémoire collective ne joue pas, on finit par oublier qu'en 1928, il y a eu un cyclone qui a vraiment ravagé la Guadeloupe, qui a fait plus de 2000 morts à Pointe-à-Pitre et qui a généré une marée de tempête, donc c'est-à-dire cette élévation anormale du niveau de la mer qui est liée à la chute de la pression atmosphérique et qui a atteint plus 8 mètres à Pointe-à-Pitre. Plus 8 mètres, c'est-à-dire que cette marée de tempête, on a retrouvé, après l'ouragan, on a retrouvé des chalutiers dans des champs de canne. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont cassé leurs amarres et le niveau de la mer était tellement haut qu'ils ont dérivé et ils se sont posés à 5-6 km à l'intérieur des terres. Donc, ce sont des phénomènes qui peuvent se reproduire. Je rappelle que lors de Maria et Irma en 2017, cette marée de tempête a atteint à peu près 2 mètres, 2 mètres 30. C'était déjà relativement important, mais on a déjà obtenu des extrêmes à plus 8 mètres. Donc ce sont des phénomènes qu'il faut aussi, j'ai envie de dire, intégrer, anticiper, parce que dans les années à venir, nous ne sommes pas, et je crois que le directeur de Météo France vient de le dire, nous ne sommes pas à l'abri de phénomènes météorologiques extrêmes, donc des ouragans de catégorie 5 par exemple, qui pourraient générer des marées de tempête exceptionnelles.
Catégorie 5, on parle de quelle... Des vitesses de vent qui sont supérieures à 250 km/h, mais ça ne veut encore rien dire, si vous voulez, parce que si on prend Irma et Maria, on était à des vitesses de vent qui étaient bien supérieures, avec des rafales qui ont dépassé les 320 km/h. D'accord, c'est encourageant. Peut-être une question pour vous, Christophe Rignot, l'étude des courants, est-ce que ça joue aussi? Est-ce que vous pouvez donner un éclairage aussi sur cette question? Parce que... Oui, en fait, ce que vous avez montré était très intéressant. Et en effet, on peut, suivant les scénarios du GIEC, monter les hauteurs d'eau et voir l'impact de la Terre sur la topographie. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder le transport sédimentaire à long terme, qui va influencer les courants, et aussi les submersions marines. Et ça, c'est peut-être un nouveau défi. Donc il y a des travaux en cours entre Chaume, CEREMA et Météo France notamment, sur les impacts portuaires si on se projette à très très long terme, sur 50 ou 100 ans, avec une élévation, un scénario plus ou moins pessimiste du GIEC, et on imagine, on modélise justement les futurs courants, le futur transport sédimentaire et pourquoi pas le futur trait de côte. Donc ça, c'est un nouveau défi, on parle de modélisation. Donc il y a un virage numérique qui va s'opérer dans les prochaines années pour modéliser au mieux ce qui va nous arriver peut-être dans 50 ou 100 ans. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir la complémentarité de tous les services, et je crois, et vous en avez beaucoup parlé, Monsieur Zator, justement, cette complémentarité. Aujourd'hui, elle se traduit comment? Si vous avez des échanges quotidiens ou très réguliers, c'est institutionnalisé un petit peu, c'est récurrent, ça fait partie de votre feuille de route quotidienne? Oui, ben exactement. En fait, chaque organisme a des compétences et une expertise qui est propre, et donc c'est dans l'intérêt de tous que nous travaillons ensemble pour, voilà, pour contribuer à ces défis majeurs. Donc effectivement, sur les niveaux marins, sur les courants, le CHUOM est très réputé. On travaille beaucoup avec Météo France sur les projections climatiques. Le BRGM et le CEREMA travaillent beaucoup aussi main dans la main concernant le recul du trait de côte, l'application dans les documents d'urbanisme, l'application de la loi climat et résilience, etc. Donc cette coordination, elle est vraiment très importante, elle est indispensable. Et elle fournit des éléments aussi aux collectivités, aux maires, d'une façon très très précise. Vous êtes capable de non seulement d'avoir cette vision je veux dire, globale d'un territoire, d'une région, on parle ici des Caraïbes, de la région outre-mer guadeloupéenne. Est-ce qu'on peut aller de façon très ciblée sur telle zone, telle île, tel littoral, telle côte? Oui, bien sûr, c'est primordial de pouvoir faire cette descente d'échelle. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir des organismes qui sont implantés régionalement. Donc là, il y a un accompagnement. Je vous ai cité la loi climat et résilience. Donc il y a un travail de cartographie locale du recul du trait de côte, et dans le but de pouvoir justement adapter l'urbanisme à ce phénomène. Donc là, le BRGM et le CEREMA travaillent à la fois à l'échelle nationale aux côtés du ministère, mais aussi localement au service des collectivités locales pour que ces travaux puissent être menés. Et de la région, évidemment, qui nous accompagne. Voilà. Et votre niveau, Madame Duflo, est-ce que vous pouvez nous préciser la nature de cette intervention? Qu'est-ce que vous pouvez, vous... Alors, au niveau de la région Guadeloupe, on a très bien compris que gouverner, c'est anticiper. Et donc, à l'instar du GIEC qui est installé, qui fait des prévisions au niveau mondial, nous avons, nous, la région Guadeloupe, nous finançons le GREC, qui est notre GIEC local, et dans lequel on va retrouver des experts, comme l'Université des Antilles, avec des équipes de recherche, le BRGM, Météo France, et un certain nombre d'autres experts, et nous leur demandons, nous leur passons commande pour des évaluations, par exemple, sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'agriculture, pour 2050-2080. Parce que si on sait ce qui va se passer en 2050, en tout cas, je dirais qu'on a des probabilités plus ou moins assurées de ce qui va se passer en 2050 et une probabilité plus incertaine pour 2080, on peut orienter nos politiques publiques, on peut prendre des décisions en conséquence. Et véritablement, j'invite tous les élus locaux, que les maires, les communautés d'agglomération, d'avoir cet outil, ces experts, qui vont vous définir votre trajectoire en matière d'orientation des politiques publiques, mais à l'échelon de votre bassin. Parce que le GIEC, il prédit globalement, mais nous, à l'échelon de notre bassin, nous avions besoin de savoir quelle serait la pluviométrie en 2050. Comment la ressource en eau, puisque nous ne dépendons que des eaux de surface et des eaux souterraines, allait évoluer en 2050 et en 2080. Et donc, c'est parce que nous nous projetons en permanence avec ce réchauffement climatique, eh bien que nous prenons des décisions, je dirais, prospectives, et nous essayons de lutter contre ce réchauffement climatique.
Merci beaucoup. Alors, c'est déjà, hélas, la fin de cette première partie de table ronde, et je pense que ça peut donner un éclairage assez précis, pas tout à fait réjouissant, mais en tout cas, je crois, assez lucide sur la situation et ses conséquences directes. L'énorme avantage, c'est que quand on commence avec, on va dire, le chapelet de mauvaises nouvelles ou des choses un peu anxiogènes, c'est que derrière, on a une possibilité de se donner de la respiration. Et c'est ce que nous ferons tout à l'heure pour accueillir un certain nombre de témoignages et de dossiers, de projets en cours sur les adaptations qui sont possibles et qui sont déjà en cours d'élaboration dans différents points des Outre-mer et de l'Hexagone. Alors, un grand merci à vous. C'est l'occasion aussi de faire une petite pause d'une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Vous pouvez ressortir et aller prendre un petit café à l'étage, sur la terrasse, là où nous étions hier soir pour ceux qui étaient là. Et on se retrouve dans 30 ou 40 minutes pour la table ronde qui sera consacrée aux adaptations. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci à vous pour votre présence et votre participation. Bien, mesdames et messieurs, nous allons reprendre nos travaux et nos échanges. Et puis, ceux pour qui la pause était bénéfique et qui semblent vouloir encore y rester vont nous rejoindre. Je vais demander voilà, nos deux premiers intervenants de cette table ronde de me rejoindre, donc Emmanuel Alzuri et puis France Todiard. Vous pouvez venir vous installer. Voilà. Et alors, est-ce que Philippe Vandemel est là? Oui, vous êtes là, bien sûr. Il faudrait aussi Marcelin Nadeau. Est-ce que Marcelin Nadeau est là? Oui, formidable. Il ne manque que Franck D'Etcheverry, maire de Miquelon. Alors on est parti le chercher. Il viendra à côté de moi. Très bien. Voilà. Bon voilà, on va commencer cette seconde table ronde. Alors c'était voulu, hein, la première partie est un petit peu anxiogène, mais en tout cas elle est tout à fait réaliste et concrète sur la situation et les perspectives climatiques. Mais comme ça a été dit tout à l'heure à plusieurs reprises, notamment par le président et par le ministre, il faut de l'espérance. Et l'espérance, elle est dans l'innovation, elle est dans les solutions, les adaptations, et c'est l'objet de cet échange maintenant. Pour commencer cette seconde partie, je vais vous montrer une petite vidéo très courte, que peut-être certains ont déjà vue. Elle dure 8 secondes, elle n'est pas sonore, mais elle est explicite. Allons-y. Voilà. On voit ces rochers énormes. Alors je vais demander à Monsieur Alzuri, maire de Bidart, de nous donner quelques lumières sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on vient de voir exactement? C'est un promeneur qui a filmé cette scène. Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci. Oui, c'est un promeneur qui a filmé ça. C'est le drame, entre guillemets, qu'on vit depuis un certain nombre d'années maintenant et qui s'est accéléré depuis une quinzaine d'années de manière très spectaculaire chez nous. On a 5,5 km de côte et une partie de cette côte, en particulier toutes les zones naturelles comme celle-ci, sont aujourd'hui, elles ressemblent à un paysage de bombardement, en fait. Là, ce qu'on voit tomber, c'est une tête de falaise mais on voit qu'il y a déjà, cette tête de falaise, elle tombe sur d'autres rochers qui sont déjà au pied et qui sont tombés avant et qui continuent de tomber. Et à chaque instant où je parle, il y a des éboulis qui se produisent, pas forcément aussi spectaculaires que celui-là, mais c'est devenu notre quotidien et c'est un changement extraordinaire de paysage, mais évidemment pas dans la bonne direction, pas dans le bon sens. Et jusque-là, pas de drame humain à déplorer? C'est un miracle renouvelé que cette affaire, c'est ce que je dis toujours, parce que je sais que malheureusement ça ne pourra pas durer. On essaye effectivement d'informer sans arrêt, d'avoir une acculturation au risque, pour que la population, résidente ou extérieure, s'habitue à ces phénomènes, comprenne que le danger est immédiat. Il y a un arrêté municipal qui interdit de se promener à moins de 30 mètres de l'aplomb de la falaise. Il y a des panneaux
effectivement sur les plages, mais vous connaissez la puissance de la houle dans notre territoire, et donc à chaque grande tempête, évidemment, il faut tout reprendre. Donc c'est extrêmement difficile, donc on le fait avec d'autres moyens. Il y a quelques jours, on a mis 100 personnes dans un bateau, et on les a amenés sur le trait de côte, parce que les gens n'ont pas la conscience. Pour ceux qui ne vont pas en mer, qui ne surfent pas ou qui n'ont pas de bateau, et chez nous il n'y a pas beaucoup de bateaux, ils n'ont pas la conscience de ce qui se passe, donc c'est une manière d'essayer d'amener les uns les autres à se positionner. Alors ça c'est de la prévention, en tout cas pour de la sensibilisation. On est là autour de cette table pour évoquer les adaptations à tous ces phénomènes nouveaux. Et je crois que justement dans ces phénomènes d'adaptation, il y a des décisions importantes à prendre, de renaturation, d'enrochement, les plus importantes que vous ayez prises jusque-là, les récentes d'ailleurs, quelles sont-elles ? Alors, en fait, on s'appuie sur un document qu'on appelle, c'est très administratif, le schéma de gestion des risques littoraux. Et ce schéma, en fait, c'est quelque chose de simplissime, mais qui emporte des décisions très fortes. C'est un document qui, sur la base de ce qu'est le linéaire côtier, qui dit à ces endroits-là, on va défendre, et à ces endroits-là, malheureusement, on ne défendra pas parce qu'on ne peut pas. Et il y a peut-être même d'autres endroits où on va enlever les protections pour laisser la nature reprendre tous ses droits et essayer de se défendre avec ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Donc nous, dans notre petit territoire, on a pu mettre en œuvre les trois. Là, on est en ce moment engagé dans un grand programme de confortement qui doit tenir le centre-bourg de la commune qui est menacé de descente par les phénomènes actuels. Donc on est sur des très gros travaux, sur un programme pluriannuel de travaux. La situation budgétaire de la France, d'ailleurs, vient jeter un peu une grande inquiétude sur ce projet, puisque c'est un projet en plusieurs phases, et chaque phase est financée annuellement par des délibérations concordantes de toutes les collectivités, enfin de l'État d'abord, et après de la région, du département, etc. Aujourd'hui, on est très inquiet de ce qui va se passer pour le financement des cycles à venir. Donc on a du dur, on fait du dur. Parfois, on laisse faire la nature. Typiquement, dans la zone qu'on a vue, l'effondrement, l'éboulement qu'on vient de voir là, on est sur une zone de falaise qui est surplombée d'un espace naturel, on ne fait rien. Et puis après, il y a des endroits où on a enlevé les protections, c'est-à-dire enlevé les enrochements, laissé la mer reprendre sa place, parce qu'il n'y a pas d'urbanisation. On a la chance de ne pas avoir un littoral très urbanisé, donc on a laissé la mer rentrer dans les terres, et ça se gère très bien, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux quand on peut le faire. Bien évidemment. Alors, j'ai volontairement commencé par quelque chose d'un peu spectaculaire avec cet éboulement fort qu'on a connu sur la côte basque. Néanmoins, l'objet de cette rencontre et de l'ensemble de nos intervenants de ce matin, c'est vraiment de mettre la lumière sur les différentes étapes d'analyse et de gestion et d'adaptation aux phénomènes qu'on a vus tout à l'heure précédemment. Et à ce titre-là, il y a différents projets qui sont à différentes étapes, et je vais laisser France Taudiard, qui est vice-président de la CACEM, de la communauté d'agglomération du centre Martinique, peut-être de nous dire justement où vous en êtes. On a vu que tout à l'heure, il y avait des phénomènes climatiques, maritimes importants qui pouvaient menacer des zones très importantes. Rappelons que le centre Martinique, la CACEM, c'est de mémoire, c'est 60% de l'activité économique de l'île, un peu plus. Et puis c'est des zones portuaires, aéroportuaires, réserves de gaz et autres. Donc c'est quelque chose d'important. Comment vous avez abordé ça? Quelle était la démarche que vous avez entrepris, vous? Oui, merci, bonjour à tous et bonjour à toutes, et merci à l'ANEL de nous avoir conviés donc à cette table ronde pour échanger sur le sujet. Alors, très rapidement, donc la CACEM, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, c'est 4 communes, Fort-de-France, Lamentin, Chelcher et Saint-Joseph, donc 3 communes côtières. Et c'est 70% de l'activité économique, et c'est à peu près un peu plus de 40% de la population martiniquaise concentrée donc, sur le centre. Alors, nous sommes en pleine révision donc, du SCOT, le schéma de cohérence de territoriale. Notre littoral, comme beaucoup des littoraux antillais et français également, c'est soumis à des pressions, l'urbanisation et les risques naturels, notamment ceux issus des problèmes climatiques. Quoi. Et on l'a vu très récemment, je ne vais pas revenir sur les différents risques, ça a été rappelé tout à l'heure par Pascal Safache. Et donc, on est en pleine élaboration du risque. La CACEM, c'est la compétence, a commencé à travailler sur un schéma d'aménagement du littoral, c'est 25 km de côte.
Et vous l'avez rappelé, il y a, tout au long de ce littoral, on a concentré un certain nombre d'équipements structurants en Martinique. Il y a le port, le grand port, il y a l'aéroport, il y a des zones d'activité économique, il y a des centres nautiques, il y a un port de plaisance. Et on se lançait dans, j'allais dire, un travail d'ingénieur, de projeteur. Et je crois que les élus, le président de la CACEM et les élus des 4 communes se sont dit, attention, il faut peut-être qu'on s'arrête 2 minutes pour réfléchir quelles sont les conséquences pour les aménagements qu'on prévoit sur le littoral des risques climatiques. Et pas que, parce qu'aussi on a 2 établissements Seveso, c'est une raffinerie, production de gaz également, et donc il fallait se pencher sur les risques. Quels sont les risques? Et à plus ou moins long terme, on a vu tout à l'heure que Pascal Safat nous a dit que ça va venir plus tôt que prévu. Donc on s'est arrêté, et puis concordance des temps, il y avait un appel à manifestation d'intérêt de CEREMA, et on s'est inscrit, et on a travaillé donc avec le CEREMA, qui nous accompagne comme AMO, et je profite pour remercier donc, le CEREMA, je vois sa présidente qui est là, que nous avons rencontré donc, à Pouliguen récemment, qui nous accompagne dans cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on a fait donc, en termes de méthode? D'abord, une gouvernance de la réflexion, avec un comité de pilotage, avec un élu référent, nous-mêmes, une équipe, un référent technique, et je souhaite qu'on salue ici la présence d'Angela Fellio, qui est passionnée et déterminée dans le travail que nous faisons pour nous accompagner. Et donc, qui anime donc, le comité technique. Donc nous avons demandé au CEREMA d'analyser pour nous l'évolution, les conséquences des différents risques, encore une fois sans revenir là-dessus, à plus ou moins brève échéance. Et cela, donc, le CEREMA a défini, d'abord on a recensé les projets qui étaient partis, il y a 56 projets qui ont été relancés, qui ont été recensés, donc qui étaient déjà partis, ce qu'on appelle des coparties, donc sur le littoral. Donc on a plus ou moins arrêté pour dire, attention, d'ici tant d'années, vous aurez un risque de submersion marine, un risque avec les cyclones de plus en plus violents. On a parlé d'élévation au niveau de la mer donc, récemment. Récemment, il y a eu Beryl. C'est la première fois qu'on voyait autant d'eau dans le centre de Fort-de-France. On n'avait jamais vu ça, autant d'eau et de sable. Donc bref, on s'est arrêté et donc le CEREMA, en termes de méthode, fait donc, une cartographie donc, des risques avec des cartes de chaleur, avec des zones plus ou moins d'impact de ces différents risques. Et pour dire, bon, attention, là, vous aurez certainement, vous, élus, des décisions importantes à prendre, des déchirements de choix d'aménagement que vous avez prévus, qu'il va falloir voir ailleurs. Alors, vous savez, le centre, c'est un peu une cuvette, avec donc un cirque autour, et le foncier est rare. Donc allez dire aujourd'hui à certains maires d'arrêter des programmes d'aménagement, soit du littoral, de logement, etc., puis de reporter à plus haut, c'est très compliqué, ça va être très difficile. Dire à des gens qui habitaient sur la côte, donc de penser à ne pas améliorer leur logement ou de partir, et je pense que l'ancien maire du Prêcheur est là, qui est un exemple que je cite toujours, parce qu'il a le courage de le faire. Et voilà donc, ce que nous avons fait. Donc, on a aujourd'hui, on a une cartographie, donc on est en pleine démarche, on rencontre les différents maires, les différentes commissions d'aménagement, pour leur dire, voilà ce que vous voyez. Alors il y a des partenaires, donc on a travaillé beaucoup avec l'université, donc on est très content du GIEC qui est en train d'être installé ici. On a travaillé beaucoup avec les institutions et les partenaires de l'université, que je l'ai dit, pour pouvoir nous accompagner dans cette réflexion, dans cette, j'allais dire, cartographie des risques en fait, pour éviter ça. Et on n'est pas forcément dans l'action tout de suite, on milite plutôt, je comprends, pour la réflexion posée, mais la lucidité et puis aussi le courage politique à un moment donné de prendre les bonnes décisions. On va revenir vers vous après. On a différentes étapes aussi de maturation des projets. Je vais laisser la parole à Franck Descheveri, qui est maire de Miquelon-Lansade. On s'est eu un 11 novembre. Ah oui. Excusez-moi. Voilà, on s'est eu un 11 novembre et vous m'avez montré derrière vous pas de neige. La conséquence directe de l'évolution climatique, des changements climatiques, c'est qu'il fait chaud plus longtemps, il fait moins froid, etc. Et donc, c'est une conséquence pour vous directe sur la protection du littoral, ce que la barrière de glace protégeait ne le protège plus, donc érosion, donc un phénomène qui vous a conduit à une réflexion accélérée depuis 2020-2021. C'est ça, oui, tout à fait. Donc juste pour resituer, donc Saint-Pierre-et-Miquelon, vous prenez Nantes en métropole, vous tracez une ligne droite et on est là, à côté du Canada, donc un des archipels français les plus froids.
mais qui se réchauffe également, comme vous le dites. Donc on avait Miquelon est une île de 210 km², avec 600 habitants, et on a environ une centaine de kilomètres de côte. Donc avec des problèmes d'érosion forte, des bancs des isthmes de sable et de galets, et qui s'érodent parce que justement aujourd'hui la planète se réchauffe. On avait il y a des années maintenant, moi j'ai connu vraiment la toute fin, parce que je suis jeune, des falaises de glace qu'on appelait, qui faisaient à peu près 3 mètres de haut et qui empêchaient la mer d'éroder les côtes. Aujourd'hui elle a totalement disparu, on n'a quasiment plus de neige l'hiver. Donc une érosion accélérée, accentuée, des tempêtes post-tropicales qui remontent vers nous avec de plus en plus de force, parce que là les derniers relevés de température au mois de septembre, l'eau était à 20 degrés, pour nous c'est exceptionnel. Et on a aussi, malheureusement, on cumule un petit peu les handicaps, on a aussi la lithosphère qui s'enfonce dans l'eau, donc l'archipel perd un demi-centimètre par an. Ça aussi, c'est pas très réjouissant tout ça, mais bon. Non, dit comme ça, c'est pas très réjouissant, sauf qu'on a pensé à des solutions pour notre avenir. Voilà, c'est ça. On est dans les adaptations. Qu'est-ce que vous avez imaginé, vous? C'était très radical aussi. Hein. Oui, c'est très radical. Donc en 2014, lorsque François Hollande s'est déplacé sur l'archipel, il a annoncé un plan de prévention des risques littoraux pour le village de Miquelon, qui se situe à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, et qui le condamnait à moyen long terme, parce que voilà, aujourd'hui, les constructions étaient quasiment impossibles. Donc depuis, voilà, la population a accusé le coup, je dirais. Ça a été très très dur à avaler comme pilule. Miquelon commençait même à mourir parce que plus personne ne voulait se présenter à la municipalité parce que trop de difficultés, plus moyen de développer l'île. Et en 2020, on a décidé de s'y atteler avec un projet aujourd'hui qui est plutôt novateur et qui, j'espère, vous inspirera. Donc on a décidé, en lien avec l'État, parce que c'est quand même lui à la base qui nous a un peu handicapés, je dirais, même si, bien évidemment, c'est aussi la responsabilité de l'État de protéger les populations, comme nous, bien évidemment. Et aujourd'hui, on a un projet qui avance bien avec une relocalisation complète du village. De combien en hauteur, à peu près? Donc le village fait environ 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a des parties un peu plus basses, un peu plus hautes, mais c'est très très plat. Une bande de sable et de galets de 2 km de long par 800 mètres de large. Et tout est construit là depuis 200 ans. Donc le village a 200 ans. Et aujourd'hui, notre projet avance très bien. Depuis 4 ans, on a mené une concertation assez forte auprès de la population. Même s'il n'y a que 600 habitants, ça demande quand même un courage politique assez important. Parce que les gens sont attachés à leurs biens, attachés à leur terrain, à leur maison, qui sont quelquefois là depuis plus de 100 ans. Donc c'était important pour nous de les intégrer à la réflexion, de leur expliquer qu'ils avaient tout intérêt à bouger. Et aujourd'hui, on a environ, sur les 250 habitations du village, une quarantaine de ménages qui souhaitent bouger très prochainement, dont les travaux de ce projet ont déjà démarré cet automne, avec l'extension des réseaux sur une zone à 1,5 km du village, qui se situe à peu près à 50 mètres de haut. 50 mètres de hauteur, c'est ça, par rapport au niveau de l'eau. Et vous avez défini 140 hectares de mémoire, et avec des parcelles, 14 parcelles. Pour l'instant, vous avez une vingtaine de candidats, c'est ça, pour ces 14 parcelles? Donc là, l'idée au départ, c'était vu qu'on avait quand même pas mal de procédures environnementales et administratives, tout le monde connaît l'administration française, on a réalisé une phase dite urgente avec 15 premières parcelles qui serviront aussi d'exemple pour la population, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de scepticisme dans tout ça. Donc le fait de démontrer aux gens que certains peuvent se déplacer, je pense que d'autres adhéreront au projet par la suite. Et comme ce projet prendra quand même pas mal d'années, il faut savoir que Miquelon, c'est quand même un joli laboratoire pour ce genre d'expérience, parce qu'on est isolé, on a un port, un aérodrome, une centrale électrique, enfin école, gymnase, on a quand même des infrastructures d'une ville de quelques milliers d'habitants. Donc c'est très intéressant aussi pour l'État de tester des choses sur un village comme Miquelon. Et voilà, on aura aussi un financement d'une zone refuge, parce que bon, nous on a dit à l'État, c'est bien joli de nous protéger, de nous permettre de nous déplacer, mais il faut aussi prévoir, en cas de gros problèmes climatiques, le déplacement et la mise en sécurité des gens. Donc il y a 2 choses dans la phase urgente, les 15 premières parcelles et la zone refuge. Alors, on reviendra tout à l'heure justement sur cette mise en place. Peut-être on peut accélérer sur les différents sujets avec vous, Mme Marcelin Nadeau, les différents sujets de finalisation d'une relocalisation. Parce que vous avez un exemple
qui est terminé, ou en tout cas quasiment. Alors vous allez nous dire exactement où vous en êtes et comment il s'est passé. Est-ce que tout ça, ça vous rappelle des souvenirs peut-être? Alors j'en profite pour saluer déjà le président de l'ANEL et l'ensemble des membres de l'ANEL déjà de m'avoir convié invité. Saluer des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'ANEL, de nombreux maires des 10 outre-mer et d'ailleurs, et singulièrement notamment le président Chalus ou Guy Losbar sur des questions, des problématiques liées à la mer, et nos amis de Guyane, de Mayotte, etc. et de Martinique qui sont présents également. Alors je voudrais dire que, en fait, si on écoute bien en réalité les discours très anxiogènes, on sombrait ou dans la collapsologie, dans le survivalisme ou dans la désespérance complète. Et il me revient d'ailleurs cette formule d'Ernst Bloch, un humaniste. Il pose le principe d'espérance auquel répond un écologiste, Hans Jonas, en disant responsabilité. Et c'est là où on doit trouver justement le discours adapté. Parce que moi, je ne suis un politique. Je ne suis pas un technicien. Le problème, c'est que, donc je ne vais pas me lancer dans du technosolutionnisme. Je crois qu'il faut, sur ces questions de risques naturels en général et de risques côtiers en particulier, bâtir un récit. Et je le dis d'autant qu'aux prêcheurs, nous sommes, parce qu'effectivement, mon ami France Todja, qui est un peu prêchotin d'ailleurs, le disait, vendre aux gens qu'il faut laisser leur maison du jour au lendemain, monter, descendre, c'est très difficile. Et la réflexion que nous avons aux prêcheurs, c'est de se dire, mais comment, pour répondre à ces exigences, élaborer un projet désirable. C'est ça. Et avec d'ailleurs Philippe Madec, qui est l'architecte du projet, nous avons beaucoup travaillé cette idée de projet désirable. Et nous sommes partis d'un récit, en fait. Certains diraient storytelling, partant de notre histoire, l'histoire d'une communauté, par rapport au risque volcanique, par rapport au risque de rivière, et nous avons bâti un récit pour expliquer en fait que pour s'adapter à une terre donnée, nos ancêtres ont mis en place des stratégies et que nous, notre responsabilité en tant qu'élus aujourd'hui, comme ceux de demain d'ailleurs, c'était de poursuivre ce récit-là. Et il est parti de, bien sûr, le fait de déplacer les gens vers le haut, mais en même temps de répondre à des impératifs, vous en avez parlé, de mise en sécurité à travers ce que nous avons appelé une école, un équipement refuge, mais aussi, parce que nous sommes aussi, il y a toujours cette question de justice environnementale, nous sommes aussi un territoire relégué, délaissé, en voie de désertification. Donc, comment faire le lien entre l'adaptation au changement climatique et la redynamisation d'un projet économique? C'est pour ça que je dis que, tout à l'heure, j'ai entendu des discours qui étaient, je ne vais pas dire de qui étaient un peu, je vais dire, dichotomiques. C'est-à-dire qu'on part du principe que d'un côté, il y aurait le développement économique, l'aménagement. C'est pas vrai. Je pense que nous devons, à partir de cette réalité des risques, avoir une vision globale, un projet global qui intègre toutes les dimensions. Mais ça doit être un même et seul projet. Et comment justement faire rêver les gens, leur redonner espoir à travers une volonté de ne pas survivre. Parce que je parlais de survivalisme tout à l'heure, mais véritablement de vivre et de vivre sur leur territoire, mais de vivre aussi leur territoire. Peut-être, merci beaucoup, c'est très, très intéressant et inspirant. Peut-être avant que M. Todiard qui doit nous quitter, avant que vous ne partiez, je voulais juste vous demander une réaction par rapport à ça. Vous en êtes où dans le récit par rapport à la population? Il y a tout ce que vous mettez en place pour réfléchir, pour rassembler des données, pour mesurer, pour imaginer tout ce qui peut se passer, mais comment vous partagez cette information à la population? Et comment vous voyez quelle histoire vous racontez finalement? Alors, on a commencé, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on est au stade où on consulte les maires, parce que c'est d'abord les maires qui vont, avant que la CACEM intervienne, c'est d'abord les maires qui vont aller vers leur population. Et on est en train de consulter les différentes instances des communes, les commissions d'aménagement. On fait des présentations, donc dans chaque commune, commission d'aménagement, bureau, quand ça existe, le conseil municipal, quand ça existe, pour qu'avec les maires, puissent aller vers les populations, aller voir les conseils citoyens, etc., pour leur expliquer quel est le récit, qu'est-ce qui risque de se passer. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'on fasse preuve
de courage, parce que des fois, c'est pas facile. Les objectifs qu'on vise, c'est d'abord donc démontrer que construire notre résilience par rapport à ces phénomènes-là. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de préservation de notre biodiversité, qu'on a aussi, c'est aussi un risque. On a une richesse qui est la mangrove, donc on a fait des actions très concrètes pour préserver donc, la mangrove, notamment vers Fort-de-France. On a innové d'ailleurs en la matière. On a reçu un prix récemment au Congrès des maires sur la préservation de la mangrove donc, par la Fédération nationale des travaux publics. Ensuite, il faut donc préparer donc, les gens donc, au risque, aller leur dire peut-être que là, il faut d'abord penser à vous, à votre vie, de ne pas rester habité là, mais il faut leur proposer d'autres solutions. Donc, et puis en même temps, préserver les activités économiques qui existent là. Bon, c'est pas demain la veille qu'on va déplacer le Grand Port. D'ailleurs, le Grand Port a pris le CEREMA comme conseil pour voir comment il se protégeait contre les risques. Donc l'aéroport va faire de même. Donc voilà un peu comment on fait. On est en plein dans cette démarche de conscientisation et de prise de responsabilité vis-à-vis donc, de notre population à travers donc, les instances des différentes villes. Merci beaucoup. Merci, monsieur Taudière. Emmanuel Alzuri, je me tourne vers vous. Il y a, pour ceux qui connaissent bien, qui connaissent bien la côte basque. La côte basque, et on a vu les images tout à l'heure, on a ces images de maisons sur les falaises face à la mer. C'est fini tout ça? Ou ça dépend des zones? Comment les populations, comment vous discutez avec la population pour leur expliquer que là, c'est plus possible? Alors, bon, on a la chance que notre littoral à nous soit assez peu urbanisé. Là, je parle de Bidart. Mais les propriétés qu'on a sur le front de mer, celles qui existent, sont des propriétés de très forte, très forte valeur ajoutée, si on peut dire. En gros, c'est des propriétés qui coûtent très cher, qui sont aujourd'hui propriétés, justement. Il n'y a plus de famille historique, quasiment plus. J'ai envie de dire que la dernière est partie il y a 15 jours. Ceux qui ont acheté là, ce sont des grandes familles, ce sont aussi parfois, et ça continue, des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui continuent de miser sur la valeur ajoutée, ce que vous disiez, c'est-à-dire des marchands de biens qui arrivent là, malgré ce qui se passe et en dépit des évidences, qui viennent essayer de construire une dynamique court terme pour gagner beaucoup d'argent. Donc, chaque fois qu'on reçoit une DIA, donc ça c'est le maire, la déclaration d'intention d'aliéner, chaque fois qu'on est notifié d'une vente, ben on convoque tout le monde à la mairie. On convoque en général le vendeur, mais on convoque aussi l'acheteur pour essayer, avec les représentants de la mairie, de la communauté d'agglomération, aussi un cabinet d'avocats qui nous épaule dans ces sujets-là, et on informe les gens du risque encouru. Et évidemment, on trace ce rendez-vous pour essayer le moment venu, si des contentieux venaient à se lever, parce qu'il y en aura, on en a le premier d'ailleurs. Alors je peux raconter l'histoire. C'est possible en 20 secondes ou pas? En 20 secondes, une propriété magnifique, une propriété extraordinairement située, propriété historique d'une famille. Les enfants ne peuvent pas se racheter les parts mutuellement au décès des parents. Un marchand de biens l'achète. Il l'achète et aussitôt, quelques jours après, comme un fait exprès, une grande partie du terrain tombe. La maison est revendue donc, à un marchand de biens qui fait des travaux et qui la remet sur le marché. Si vous tapez sur le Bon Coin maintenant, vous allez voir, elle est à 15,5 millions d'euros. Elle est à la vente. Et ces gens-là sont dans le marchand de biens parce qu'aujourd'hui, c'est tellement évident que tout va partir à un moment donné qu'ils ne trouvent pas de clients. Donc il vient me voir et il dit, voilà, je vais faire un mur pour me protéger de l'aplomb de la falaise. Mais je lui dis non, c'est pas possible, puisque dans la stratégie que j'évoquais avant, on est dans une zone qu'on ne défend pas. Ce mur, c'est non. Bon, mais dès que j'ai notifié le non, j'ai reçu le recours du tribunal administratif. Donc là, ça va être notre premier cas. Un bien qui est aujourd'hui totalement surcoté à 15,5 millions d'euros, mais enfin, on a un propriétaire, un marchand de biens qui est très riche déjà et qui ne va pas nous lâcher. Et nous, voilà, on tremble un peu sur nos bases, parce que si d'aventure il gagnait, on a déjà... Tout le front de mer, c'est des gens qui ont des moyens sans limite, bien supérieurs à ceux de la commune. Et s'il leur prend à chacun l'envie de nous attaquer, je ne sais pas comment on va terminer, mais bon, voilà. Il y a des belles bagarres à mener, quoi. Très compliqué. Pour autant, il faut rester combatif. Oui, ça on l'est, c'est pas de souci, mais bon, voilà. Après, récemment, il y a eu un sujet sur les éboulements et puis les conséquences sur une route, notamment, on vous a vu avec la main dans le bitume fendu.
Comment est-ce qu'on s'adapte à ça pour essayer de trouver la bonne solution? Parce qu'en fait, chaque kilomètre est différent, vous le traitez différemment? Alors, cette route-là, elle ne va plus être route, elle sera par contre un chemin d'accès à la plage, dans une zone qu'on défend, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est tout le centre-bourg de Bidart qui est en train de glisser, donc on a plusieurs phases de travaux pour le tenir, donc là on défend. Mais il y a d'autres routes, on a une route qui s'appelle la Corniche de la Falaise, qui est une route extraordinaire, magnifique, je l'ai fermée il y a 7-8 ans déjà, et là on voit comme un coin qu'on enfonce, la falaise qui recule et qui rentre dans cette route, on n'est plus qu'à 400 mètres de la première maison, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on vient de voir la dernière famille qui a vendu, de Bidart, qui a vendu à quelqu'un que je ne connais pas, mais pour le coup là, avec un prix très bas par rapport à ce qui se pratiquait dans cette zone. Donc, je pense que les gens ont compris, mais quand même, il y en a qui veulent tenter leur chance. Mais enfin, je vois M. Blanchard, si j'étais dans la maison, M. Blanchard serait dans le trou, là, il serait déjà tombé, vous voyez. Donc il faut le faire quand même. Non, exactement. Ouais, donc c'est quand même des cas très particuliers. On va revenir un tout petit peu après sur le cas. Je voudrais qu'on aille à Miquelon. On voyage décidément beaucoup ici. Dans la phase d'élaboration du projet, il y a plusieurs choses. On a évidemment l'extension des réseaux, la préemption des parcelles, et puis ensuite les allocations des parcelles finalement. Comment se fait cette répartition? Comment vous impliquez-vous entre ce que vous êtes comme maire, ce que vous avez comme aide et soutien des services de l'État et des différents offices présents? Comment vous positionnez-vous? En fait, comme un acteur majeur, donc la mairie porte ce projet. Donc c'est uniquement la mairie. Donc la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le propriétaire des îles intégralement. C'est une des spécificités locales. La mairie de Miquelon-Langlade n'a pas de terrain. Aujourd'hui, la collectivité nous a cédé les 140 hectares nécessaires à la relocalisation du village à l'euro symbolique. Et aujourd'hui, c'est la mairie qui gère ces terrains, qui attribue les parcelles. Et bien évidemment, on a besoin de l'aide de l'État parce que la collectivité ne souhaite pas nous aider plus que le don de ce terrain. Donc aujourd'hui, l'État nous aide par le biais de la Banque des Territoires, du ministère de la Transition écologique, du ministère des Outre-mer. Donc aujourd'hui, on a Grand Paris Aménagement qui nous suit aussi et qui nous aide fortement au niveau juridique. On voudrait être, juste un dernier petit point, on cherche aussi dans l'attribution de ces parcelles à être innovant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont attachés en France, bien souvent, à la propriété de la parcelle. Et là, l'idée, on est en train de voir juridiquement pour créer un bail qui permettra aux gens de le signer avec la municipalité et de jouir du terrain. Donc ça permettra principalement à la jeunesse de bénéficier de foncier à très peu cher. Et ça les aidera avec le surcoût des matériaux. Je vois la vie chère souvent en Outre-mer, ici dans les Antilles. Nous, c'est pareil. Je ne suis pas choqué du tout des prix que je vois ici. Et c'est pour aider un peu les jeunes à s'installer, parce que sans jeunesse, il n'y aura pas d'avenir. Et on a beaucoup de personnes plus âgées qui sont inquiètes et qui ne croient pas en ce projet, mais par contre les jeunes, oui. Je vous disais l'autre jour qu'un détracteur du projet écrivait sur les réseaux sociaux, qui sont un peu un poison aujourd'hui pour nous, en tout cas, sur nos îles, parce qu'on est une petite population de 6000 habitants, et ça donne la parole aujourd'hui à des gens qu'on n'entendait pas auparavant. Et cette personne disait les vieux s'inquiètent, les jeunes rêvent et les élus planent. C'est pas grave parce que si on arrive à faire rêver les jeunes, nous on aura au moins gagné ça. Et aujourd'hui, les jeunes ne pouvaient plus s'installer sur Miquelon et l'espoir aujourd'hui renaît. Et c'est déjà une grosse satisfaction pour nous en 4 années d'avoir pu faire ça. Ah, très bien. Alors peut-être je reviens sur vous, monsieur Nadeau. Une fois la relocalisation en cours, est-ce que ça fait taire toutes les mauvaises langues qui disaient c'est pas possible, votre histoire on n'y croit pas? Comment ça réagit là? Oui, sur l'avancement de notre projet, par exemple, il y a quelques différences, c'est pour ça qu'il faut à chaque fois adapter au territoire. La question de la maîtrise foncière, par exemple, c'est posée chez nous, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Miquelon. Et puis il y a aussi la question aussi de la sociologie des populations. Et ça me permet de répondre à votre question. C'est-à-dire que là où il y a des gens très très riches, on ne va pas apporter les mêmes réponses que là où il y a des gens très très pauvres. Et c'est le cas de la population du Prêcheur qui est particulièrement pauvre. Et il faut être, c'est d'autant plus difficile d'être convaincant. C'est pour ça qu'au départ, quand nous avons voulu lancer le projet, nous avons eu avec les architectes une démarche participative.
Je le dis d'autant qu'on a parlé d'anticipation. Il faut absolument être dans l'anticipation, mais c'est comme toutes les problématiques écologiques aussi, parce qu'il arrive un moment où on est dos au mur et on n'a pas le choix. Et on a vu en Martinique, par exemple, dans une commune qui s'appelle le Macouba, sur une situation qui est la situation de Nord-Plage, déplacer les gens de façon quasi autoritaire, parce qu'on n'avait pas le choix. D'où donc la nécessité d'anticiper, d'avoir une ingénierie du projet et d'être dans une démarche participative. Et quand on est dans une démarche participative, tout n'est pas gagné, parce qu'il y a des résistances et des réticences. Je prends l'exemple du pêcheur. Le pêcheur qui habite en bord de mer, comme on dit chez nous, par rapport à son activité professionnelle, bon, quand on lui dit qu'il faut aller en rétro-littoral, si tant est que le rétro-littoral existe chez nous, ça sera très compliqué pour lui. Il va résister, il voudrait rester. C'est pour ça que là aussi, et je renvoie encore à l'histoire, c'est notre vision et notre conception de l'aménagement et de l'occupation du territoire. Avant nous, il y avait les Kalinagos, c'est ce qu'on appelle les Caraïbes, et en Guyane, les Kalinia. Eux, ils avaient une vision du territoire qui fait que dans leur pratique, ils avaient compris la nécessité d'être agile, d'être mobile, de se déplacer. Et je reviens à mon idée du pêcheur. Ce qu'on veut expliquer aux pêcheurs, c'est que pour s'adapter aux réalités de territoire, il n'est pas forcément contraint d'habiter tout près du lieu de travail. Il peut avoir un mouvement pendulaire, d'ailleurs ça c'est, les gens ont un peu élaboré ce type de stratégie d'occupation du territoire par rapport aux risques volcaniques. C'est pour ça aussi qu'il faut faire une analyse de l'adaptation à tous les risques pour être bien adapté au changement climatique. Par exemple, nous, après 1902, les gens habitaient sur les flancs de l'Apelé. Quand il y a eu l'éruption, ils ne voulaient plus habiter là. Ils sont allés habiter en France, sur la frange littorale. Mais comme les bonnes terres étaient en hauteur, eh bien, il y a un mouvement pendulaire qui s'est établi et ils allaient cultiver, ils revenaient au bourg. Mais ça, c'est ce que faisaient les Kalinagos parce qu'ils avaient le carbet au bourg, c'était une sorte de bâtiment central, et ça ne les empêchait pas d'aller faire de la cueillette dans les forêts ou de prendre la mer. Vous voyez, c'est cette mobilité qu'on a perdue et qu'il faut absolument retrouver pour que nous ayons une adaptation optimale à la réalité de l'exposition de nos territoires au risque et singulièrement à la réalité du changement climatique. Merci beaucoup, monsieur. Je voulais juste, on parlait de Miquelon à l'instant. Oui, vous nous quittez. Merci beaucoup François Diard qui doit nous quitter parce qu'il a un avion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors monsieur Van de Mel, on parle du conservatoire du littoral. Pour une raison simple, parce que d'abord vous êtes là, et puis c'est surtout parce que c'est une bonne raison. C'est déjà une première raison nécessaire, c'est votre présence, et c'est parce que on a évoqué tout à l'heure Miquelon, que deviennent ces terres finalement qui sont laissées, puisqu'il y a une relocalisation. C'était une des réflexions qu'on a évoquées ensemble quand on s'est vu l'autre jour. Ça fait partie de vos missions en tout cas. Les missions du conservatoire sont nombreuses. La première étant d'acheter pour préserver et protéger principalement l'urbanisation. Mais aussi on essaye de valoriser, de restaurer la nature, etc. Et effectivement, c'est dangereux. Sur Miquelon, en l'occurrence, on a racheté l'ISM, ou en cours de rachat d'ailleurs, au sein de Miquelon. La logique est de reprendre les terrains qui sont libérés. Ce sont des choses qui existent, on l'a fait par ailleurs, donc ça fait partie des choses qui sont effectivement proposées. Ça vient d'être dit, tout est particulier, chaque cas est différent, donc on ne peut pas les traiter de la même façon, et je crois que c'est assez important. Le conservatoire s'est lancé dans cette réflexion depuis longtemps, puisque dès 1998, alors au début c'était pour protéger ces terres, ils étaient propriétaires de terres, de voir quelle est l'influence. Et bien entendu, dans sa logique, c'était la logique de solutions basées sur la nature, puisque c'était une logique de littoral naturel. Le conservatoire, c'est historiquement la vision du tiers du littoral naturel. C'était ça la mission initiale. Et la mission initiale dans la loi, c'est pour ça que je reviens, je ne sais pas si le président est là, mais sur le partenariat avec les collectivités locales est dans la loi. Donc je défends fortement le partenariat, d'abord parce que c'est beaucoup plus efficace, et aussi parce que c'est un des objectifs donc de poursuivre le travail avec les élus locaux. C'est pour ça que d'ailleurs je lui ai proposé, il est là-bas,
d'essayer de faire une convention avec l'ANEL, justement, pour travailler et fixer ensemble les orientations qu'on peut faire ensemble. Donc le conservatoire est là, il y a beaucoup d'expérience, donc on a commencé là-dessus sur solutions basées sur la nature. Et j'ai trouvé que le petit dessin du BRGM tout à l'heure était assez parlant. Il y avait une chose qui m'était pas, c'était le coût de chacune des solutions. Et bon, la première, c'est des solutions basées sur la nature, qui sont généralement pas très coûteuses, qui ont l'avantage d'ailleurs aussi d'économiser du carbone, parce qu'on en capte. Mais effectivement, ça n'a pas les mêmes effets à long terme, et donc il y a un vrai sujet de coût quand même après. Je crois que l'échelle de temps était comparable à l'échelle de coût, à mon avis. Oui, alors que comme il ne l'a pas dit, je me permets de le dire. Mais en tout cas, c'est une des solutions sur lesquelles on travaille. On s'aperçoit nous-mêmes que travailler juste sur nos terrains, ça n'a pas tellement de sens, qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est là où on a travaillé différentes solutions. Alors, comme je vois le président du conseil de rivage de Normandie, il y a beaucoup de solutions qui ont été faites en Normandie, qui ont été testées, et j'ai en tête 2 sujets. Donc, quand la mer, on a démarré avec Wistwam sur un petit bout de banc de sable qui nous appartenait, et de voir comment on pouvait le faire évoluer. Et à la fin des fins, c'est un projet de territoire des 2 agglomérations, parce que de part et d'autre de l'Orne, il y a des 2 agglomérations, qui se fait, où nous on a amené, on accompagnait et on a amené les choses, et notre rôle c'est d'accompagner les territoires et d'accompagner les élus locaux. Et je reviens sur l'idée d'un projet global que vous avez cité, c'est vraiment avoir une vision globale. Si on s'arrête sur un point particulier, c'est un peu trop réduit. Donc on est là aussi pour vous aider les territoires à réfléchir à l'adaptation au changement climatique. Et le deuxième sujet que je voulais signaler, c'est que dès lors qu'on envisage de la relocalisation, c'est le cas là, c'était le cas au prêcheur, le foncier, et vous l'avez dit, devient un enjeu majeur. Et les opérateurs publics fonciers, il y en a plusieurs, mais le conservatoire fait partie de cela, donc on est aussi là pour travailler à ces solutions-là. Et donc c'est vraiment tout un travail, et c'est un travail de longue haleine, hein, sur la gouvernance. Je crois que sur Caen, ça a duré, on a démarré en 2012, je crois, et on réalise maintenant les travaux. Donc c'est très très long, c'est de la gouvernance, c'est des échanges, de la concertation, et c'est tous les partenaires, parce que bien sûr on pense aux habitants, mais il y a le monde économique, il y a le monde économique agricole, hein, qui est très touché, parce que la montée des eaux, ça fait aussi, au-delà de monter la mer, ça augmente aussi la salinité des cours d'eau et la salinité des nappes, et c'est aussi une évolution de la fonction, sachant que là aussi nous on possède, je crois, 15% des terrains possédés par le conservatoire sont des terres agricoles, donc on est aussi en lien avec le monde agricole pour voir comment... Vous êtes partout. On est sur le littoral en l'occurrence. Déjà sur le littoral. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous manque pour développer tous ces sujets, mais je retiens quand même de tout ça, si vous en êtes d'accord, qu'il faut d'abord une belle histoire à raconter, quelque chose de crédible, d'ambitieux, qui emmène les populations, hein, avec vous. Quelque chose d'adapté à chaque territoire. On ne va pas plaquer les mêmes solutions dans tous les coins de France et d'outre-mer. Chaque particularité de kilomètres de côte doit être considérée comme telle. Et puis peut-être aussi, s'il fallait le rappeler encore une fois, la si grande importance des élus, des maires notamment, pour porter tous ces projets-là, parce que c'est vous qui êtes quand même en première ligne, donc c'est peut-être l'occasion de vous en remercier pour vous, à tous vos engagements, les uns les autres, on le sent bien, hein, pour faire évoluer tous ces territoires. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des points particuliers à creuser, à revoir avec tel ou tel des intervenants de ce matin. Merci beaucoup, messieurs, c'était passionnant, et je regrette qu'on n'ait pas au moins 1 heure de plus pour continuer, mais le temps tourne. Merci à vous.